bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur la situation politique assez mouvante en Afrique de l'Ouest et centrale. On a pas mal de sources sous les yeux, analyses géopolitiques, des rapports sur les élections, des données économiques, sécuritaires pour 2024 et début 2025. L'idée, c'est de décrypter un peu les grandes tendances. Pourquoi certains pays semblent, bon an mal an, avancer sur le chemin démocratique et d'autres voient le retour des militaires? Et puis, cette fragmentation régionale, qu'est-ce que ça implique? Bon, allons-y. Ce qui saute aux yeux d'abord, c'est vraiment le contraste. Prenez le Sénégal. Il y avait de fortes tensions avant l'élection présidentielle de 2024, et pourtant, au final, elle a été jugée libre, juste. Transition pacifique. Bassirou Diomaye Faye est élu, Ousmane Sonko devient Premier ministre. Les analyses insistent pas mal sur le rôle du Conseil constitutionnel là-dedans. Une belle preuve de résilience, quoi. Tout à fait. Et ce cas sénégalais, il mit encore plus en lumière d'autres situations beaucoup moins encourageantes. Pensez au Bénin, par exemple. Depuis 2016, sous Patrice Talon, on observe, selon plusieurs rapports, une utilisation de la justice pour cibler des opposants. Réki Amadougou, par exemple, sa détention est jugée arbitraire par des instances de l'ONU. Ou le Cameroun, on parle souvent d'autocratie électorale. Le président Biya au pouvoir depuis 1982 et l'invalidation récente de la candidature de Maurice Kamto pour 2025, ça illustre bien cette fermeture politique, quoi. Oui, c'est un autre tableau. Et puis, il y a cette vague de coups d'État, surtout au Sahel. Niger, Burkina Faso, Mali. Mais ça a aussi touché le Gabon, la Guinée. Les militaires arrivent souvent en disant « on va rétablir la sécurité ». Mais les sources qu'on a lues, elles montrent que c'est plus compliqué, non ? Si la sécurité ne s'améliore pas forcément, qu'est-ce qui explique que ces régimes arrivent à se maintenir? Mais oui, c'est la grande question. Les données montrent une insécurité qui persiste, parfois même qui s'aggrave. Ce qui semble se renforcer par contre, c'est plutôt le contrôle, la répression. On voit bien la suspension de médias. RFI, France 24, même Jeune Afrique, au Mali, au Burkina. C'est significatif, ça. Le contrôle de l'information devient aussi important que le contrôle militaire. On voit aussi des partis politiques dissous au Niger, au Mali, et des détentions arbitraires comme celle du président Bazoum au Niger, qui est toujours détenu. Et les transitions vers un pouvoir civil, elles sont sans cesse repoussées. La Guinée en est un exemple. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan géopolitique. Le Mali, le Burkina, le Niger qui forment l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Et en janvier 2025, il claque la porte de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le bloc historique. C'est une rupture majeure, ça. Quelles conséquences ça a concrètement ? Ah oui, c'est un vrai bouleversement. L'AES, elle commence à monter ses propres structures. Une force militaire commune est annoncée. Il y a un projet de confédération économique, monétaire. Ça casse toute l'architecture régionale qui s'est construite pendant des décennies. Économiquement, c'est un vrai défi pour ces trois pays de l'AES. Ils sont enclavés, coupés des mécanismes de la CEDEAO. Et pour la CEDEAO elle-même, c'est un coup dur. Ça touche sa crédibilité, sa capacité d'action. On est vraiment dans un réalignement. D'accord. Et pendant ce temps, dans d'autres pays importants de la région, il se passe aussi des choses. Le Ghana, par exemple. Les sources indiquent une reprise économique en 2024, croissance du PIB, un programme du FMI qui aide. Mais la corruption reste un problème énorme, pointé comme un frein majeur. Tout à fait. Et juste à côté, le Nigeria, le géant. Le gouvernement a pris des mesures économiques fortes, comme la fin des subventions sur le carburant, qui coûtait une fortune. Mais socialement, c'est très dur. L'inflation explose, la monnaie, le naira, a beaucoup baissé. Et tout ça sur fond de crise sécuritaire qui n'en finit pas, avec Boko Haram notamment, et une jeunesse qui pousse de plus en plus pour du changement. Oui, ne pas oublier non plus la situation terrible en République démocratique du Congo, la RDC. Début 2025, le conflit avec le M23, ce groupe armé dans l'Est, a repris de plus belle. Jusqu'à la prise de Goma, ça a provoqué une catastrophe humanitaire. On parlait déjà de presque 7 millions de déplacés internes fin 2024. C'est énorme. C'est quoi le moteur de cette violence sans fin là-bas ? Les analyses sont assez unanimes là-dessus. Ce conflit est totalement lié au contrôle des immenses ressources naturelles de la région. Les rapports de l'ONU y pointent régulièrement le soutien du Rwanda voisin au M23. Kigali dément, bien sûr. Et face à ça, les interventions internationales comme la MONUSCO, la mission de l'ONU, elles ont l'air de peiner énormément à changer la donne, à stopper cette logique de prédation et de violence. Alors si on essaye de faire une synthèse rapide de tout ce qu'on a vu dans ces sources, on voit quand même des problèmes qui traversent toute la région, non ? D'abord, la corruption. Systémique. Certains chiffres parlent de pertes allant jusqu'à 50% du PIB dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. C'est juste fou.
Ensuite, les crises sécuritaires humanitaires. Des millions de déplacés, l'insécurité alimentaire qui augmente. Et enfin, une fragilité économique de fond, inflation, dette, dépendance aux matières premières. Exactement, la région est vraiment un carrefour, on peut dire. D'un côté, il y a des lueurs d'espoir démocratique, comme au Sénégal, des efforts de réforme économique, même si c'est difficile au Ghana, au Nigeria. Mais de l'autre, on a une tendance lourde à l'autoritarisme militaire, cette fragmentation régionale avec l'AES qui est inédite, et des crises profondes, humanitaires, sécuritaires, qui en fait s'aggravent mutuellement. Et la corruption, c'est un peu comme un acide qui ronge tout. La gouvernance, la sécurité et même les efforts pour le climat, parce que ça détourne les fonds nécessaires. Donc qu'est-ce qu'on retient? C'est une image très complexe, pleine de contrastes. Des aspirations démocratiques fortes, mais qui se heurtent à des logiques autoritaires, à des conflits qui ont des racines profondes, souvent économiques d'ailleurs. Et ça pose une question vraiment fondamentale pour la suite qui ressort de toutes ces analyses, quand on voit ces liens très forts entre le contrôle des ressources, la corruption et les conflits armés, que ce soit en RDC, au Sahel ou même les défis au Nigeria. Est-ce que des solutions purement politiques ou militaires peuvent vraiment suffire? Est-ce qu'on peut stabiliser durablement sans s'attaquer frontalement à ces moteurs économiques de l'instabilité? C'est une question sur laquelle il faut vraiment réfléchir.